Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir en cette rentrée pour un nouveau webinaire en partenariat avec le CNGOF et sous la coordination des professeurs Garbi et Thubert, que je remercie chaleureusement pour cette collaboration. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous une thématique qui est la thématique qui est le SOPK. Le SOPK, c'est une pathologie fréquente qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Ses répercussions dans la santé des patientes sont multiples et complexes et imposent une approche diagnostique et thérapeutique rigoureuse, mais aussi un accompagnement personnalisé pour chaque patiente. Nos experts, aujourd'hui présentent le Dr Gosset et le Dr Peignet, partageront avec nous leurs connaissances cliniques ainsi que leur retour d'expérience. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce moment, de ce webinaire. Ce moment d'échange est conçu pour vous et nous espérons que vous repartirez avec de nouvelles idées et des solutions pour votre pratique quotidienne. Merci à toutes et à tous pour votre présence si nombreuse et je laisse sans plus attendre la parole à nos intervenants. Merci beaucoup Grégoire. On tenait aussi à remercier GE pour son aide logistique et sa présence pour organiser ces webinaires. Et donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui le Dr Maëlys Peignet qui est MCUPH à Bondy et qui va nous parler du coup du diagnostic de la fertilité chez les patientes qui présentent des SOPK et du suivi obstétrical. Merci beaucoup Maëlys. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. En effet, je vais commencer par vous parler pendant ces 20 premières minutes du SOPK, comment le diagnostiquer, comment prendre en charge l'infertilité et puis ensuite, est-ce qu'il y a des petites particularités pour le suivi obstétrical de ces patientes. Alors pour commencer, un petit rappel sur qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques. En fait, c'est vous le savez pour la plupart d'entre vous, c'est un très mauvais terme, hein. Il n'y a pas de kyste dans les ovaires des patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. C'est un excès folliculaire que ces patientes présentent, mais pas des kystes. Ce terme, malheureusement, qui persiste, vient de la description princeps de 1935 de Stein et Leventhal, qui sont deux gynécologues obstétriciens américains qui ont décrit ce syndrome chez des femmes qui étaient obèses, avec des cycles longs, une aménorrhée, un hirsutisme et des ovaires volumineux qui avaient été visibles sur les laparotomies qu'ils pratiquaient à l'époque. Depuis 1935, il y a eu de nombreuses évolutions de controverses, de publications. On ne va pas tout reprendre aujourd'hui, on va se mettre sur l'actualité, vous allez voir, avec les nouvelles recommandations qui ont été publiées au niveau international l'année dernière. C'est une pathologie très fréquente, quand on vous l'a dit dans l'introduction, l'étiologie la plus fréquente de troubles du cycle par dysovulation, d'hyperandrogénie et d'infertilité féminine. La prévalence est 8 à 20% des femmes. Retenez que c'est environ une femme sur 10 qui est atteinte de ce syndrome. À quoi est-ce que c'est dû? On ne le sait pas très bien. On sait en tout cas que les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques vont présenter un trouble de la folliculogénèse avec un excès de petits follicules en croissance et un arrêt de la croissance folliculaire terminale, un défaut de sélection et de dominance d'un follicule, et donc c'est des patientes qui vont présenter un trouble de l'ovulation. On a en plus de ces troubles de la folliculogénèse, un trouble au niveau técal avec un excès d'androgène ovarien qui va favoriser cet excès de petits follicules en croissance. Donc un trouble de la folliculogénèse et de la sécrétion d'androgène au niveau técal. Mais en fait, il n'y a pas un seul syndrome des ovaires polykystiques, il y a plein de syndromes des ovaires polykystiques avec des causes qui pourraient être multiples, qu'on recherche encore, environnementales, des causes neuroendocriniennes, génétiques ou avec une part de métabolisme. Et on essaye maintenant de plus en plus phénotyper les patientes avec, on va dire, très grossièrement deux grands phénotypes qui se présentent actuellement. Un phénotype métabolique, celui qui avait été décrit historiquement par Stein et Leventhal avec des patientes plutôt obèses, une forte insulinorésistance avec des taux d'insuline élevés qui vont favoriser l'hyperandrogénie et les troubles du cycle. Ça, c'est le premier phénotype. Le deuxième phénotype, qui est plutôt neuroendocrinien, chez des patientes qui vont être minces avec une LH très élevée, qui vont aussi présenter des troubles du cycle, une hyperandrogénie, mais qui vont avoir des taux d'insuline qui sont moins importants. Et puis on a bien sûr des intermédiaires entre ces deux grands tableaux que je viens de vous décrire, mais on essaye maintenant de phénotyper de plus en plus les patientes pour essayer d'améliorer et puis d'orienter les prises en charge. Pour poser le diagnostic, on utilise, et c'est toujours le cas, les critères de Rotterdam qui sont présents depuis 2003. Pour poser ce diagnostic, on doit avoir 2 des critères sur 3, donc un trouble du cycle,
une hyperandrogénie clinique ou biologique, on en reparlera un petit peu après. Et puis le troisième critère, ce sont des ovaires polykystiques à l'échographie, ou alors, et ça c'est nouveau, ça date des nouvelles recommandations de 2023, un dosage d'AMH élevé à la même valeur que les ovaires polykystiques qu'on peut voir à l'échographie. Ce dosage d'AMH, on n'a pas de seuil qui a été défini par les recommandations internationales qui sont disponibles, que vous pouvez tous trouver. On doit se fier encore maintenant aux normes de son laboratoire pour le seuil élevé du dosage d'AMH. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces différents critères ? Si on veut aller un petit peu plus en détail, un trouble du cycle, eh bien, ça va être des cycles longs, supérieurs à 35 jours, voire une spanioménorrhée supérieure à 45 jours ou une aménorrhée. L'hyperandrogénie clinique, elle va se caractériser par un hirsutisme qu'on peut caractérisé selon le score de Ferryman et Gallwey, qui doit être supérieur ou égal à 6 pour dire qu'on va avoir un hirsutisme, ou alors une acné sévère, c'est-à-dire une acné inflammatoire qui va toucher plusieurs zones du corps. Au niveau biologique, c'est l'élévation de la testostérone totale ou de la testostérone libre calculée qui peut nous orienter vers ce diagnostic. Et enfin, le troisième critère, ce sont les ovaires polykystiques à l'échographie, et donc qui sont soit un volume ovarien d'un des deux ovaires qui est augmenté, supérieur à 10 ml, et ou un aspect multifolliculaire des ovaires, donc 20 follicules par ovaire, lorsqu'on fait une échographie avec une sonde à haute fréquence, sinon le seuil peut être un peu plus faible, et c'est pour ça qu'il y a eu des modifications de ce seuil, c'est parce qu'il y a eu des améliorations au niveau des sondes d'échographie disponibles. Et puis dans la même case, vous avez ce taux d'AMH élevé, comme je vous le disais, on n'a pas de seuil d'AMH internationalement défini pour vous dire, voilà, on a une AMH élevée. Donc ça, ce sont les trois critères. J'ai mis un petit point de vigilance quand même. Attention chez les adolescentes. Chez les adolescentes, le trouble du cycle et l'hyperandrogénie, c'est des choses qui sont très fréquentes. On n'a aucun seuil qu'on connaît de testostéronémie, aucun seuil validé de compte des follicules à cet âge, encore moins d'AMH. Donc on ne peut pas établir de diagnostic formel. Les experts disent 8 ans après la ménarche. Retenez en gros pas de diagnostic formel avant 20 ans. On peut bien sûr avoir quand même des symptômes qui font présager que la patiente va présenter un SOPK un peu plus tard, mais on ne pourra pas lui affirmer qu'elle a ce diagnostic. Donc lui dire, peut-être vous êtes à risque d'avoir ce syndrome, mais je pourrais vous l'affirmer que 8 ans après la ménarche, vers une vingtaine d'années. Et puis très important, c'est un diagnostic très fréquent, mais c'est un diagnostic d'élimination, donc il faut avoir exclu toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie pour pouvoir affirmer ce diagnostic. Donc on doit éliminer toutes les autres causes de troubles du cycle, surtout les causes centrales, et en premier lieu l'hyperprolactinémie. Donc on fait un dosage de prolactine, FSH, LH, œstradiol en début de phase folliculaire. Des troubles thyroïdiens peuvent aussi causer des troubles du cycle, mais c'est souvent des hypo- ou hyperthyroïdies très importantes. On va quand même doser la TSH. Et puis, on va rechercher d'autres causes d'hyperandrogénie. En premier lieu, un bloc en 21-hydroxylase de forme non classique. Donc, on dose la 17-hydroxyprogestérone en première partie de phase folliculaire. On recherche une tumeur ovarienne ou surrénalienne, éventuellement un Cushing, par un dosage de testostérone totale ou un cortisol libre urinaire dès 24 heures. Une fois qu'on a éliminé toutes ces autres causes, et bien seulement dans ce cas, et après l'âge de 20 ans, on peut poser le diagnostic de SOPK. Et le SOPK, c'est en effet des troubles du cycle, c'est en effet une hyperandrogénie, parfois une infertilité, parfois une obésité, pas toujours, mais il y a énormément d'autres complications que peuvent présenter les patientes avec SOPK et qui seront importantes d'être dépistées. Il y a une augmentation du risque de syndrome métabolique, de dyslipidémie, de diabète, de pathologie cardiaque au long cours, de cancer de l'endomètre, et puis également des troubles de type anxio-dépressif ou mauvaise qualité de vie qui sont de plus en plus décrits et qu'il faut prendre en charge et dépister lorsqu'on fait le diagnostic initial du SOPK. Moi, là, maintenant, je vais vous parler juste de 2 points, et puis je laisserai le docteur Gosset vous parler de certains autres de ces points qui concernent le SOPK. Je vais vous parler de l'infertilité et je vais vous parler des risques obstétricaux. Avant de parler de l'infertilité, je tiens à dire que toutes les femmes avec SOPK ne sont pas stériles, ça c'est sûr, et ne sont même pas forcément infertiles. Moi j'aime bien ces 2 études, l'étude qui est en bas là sur la diapositive, avec
plus de 45 000 femmes avec SOPK versus 200 000 sans SOPK, à la fin de leur vie reproductive, la probabilité au cours de la vie d'avoir un enfant, elle est la même qu'on ait un SOPK ou pas. Ce qui va changer, c'est le temps pour avoir cette grossesse et c'est la nécessité parfois d'avoir recours à certains traitements dont on va parler juste après. Et puis dans cette autre étude, la première qui est présentée sur ma diapositive, où il y avait 90 patientes par groupe, il y avait quand même 88% des patientes avec SOPK qui ont eu un enfant, et dans 75% des cas, c'était une grossesse spontanée. Donc vraiment, les patientes avec SOPK ne sont pas stériles. Si elles n'ont pas de désir de grossesse et qu'elles ont un besoin de contraception, il faut leur en donner une. Mais ça, on le reverra après. Et puis, autre point, le trouble du cycle, il va avoir tendance à s'améliorer avec l'âge. On va avoir des troubles du cycle moins sévères. Une patiente qui avait peut-être une aménorrhée à 20 ans aura peut-être seulement des cycles longs vers l'âge de 35 ans. Et on peut avoir des ovulations plus régulières et des grossesses qui étaient difficiles à obtenir à 20 ans et qui vont arriver finalement plus facilement entre 30 et 35 ans. Donc on oublie, elles ne sont pas forcément infertiles. Mais ça peut arriver, et c'est quand même la première cause d'infertilité féminine, parce qu'une cause importante de troubles de l'ovulation. Et donc, on va être amené à prendre en charge cette infertilité. Quel va être l'objectif alors? Ça va être d'essayer de restaurer l'ovulation, qui est déficiente dans ce syndrome. Et ça, on ne peut le faire qu'après vérification systématique de tous les autres paramètres qui sont nécessaires pour une bonne fertilité. Donc, une hystérosalpingographie pour vérifier la perméabilité tubaire et un spermogramme sont les éléments minimaux à vérifier avant de prescrire un traitement inducteur de l'ovulation. Donc un bilan d'infertilité complet. Avec les recommandations de 2023, on a maintenant quelque chose de vraiment très bien défini sur la prise en charge du SOPK avec un algorithme très clair et les différentes étapes de prise en charge si tout est normal sur le plan tubaire ou sur le plan masculin. La première étape pour ce qui est de la prise en charge de l'infertilité, mais c'est vrai pour toute la pathologie SOPK, c'est l'amélioration du mode de vie, puisqu'on sait que lorsqu'on améliore le mode de vie, que ce soit amélioration de l'assiette et de la diététique ou prise en charge et amélioration, augmentation de l'exercice physique, on va avoir une diminution des anomalies métaboliques, une amélioration de l'ovulation. Alors j'ai mis un point d'interrogation sur les chances de grossesse parce qu'on n'a pas vraiment d'études evidence-based qui nous disent c'est sûr on a plus de grossesse, mais en pratique clinique on voit bien que lorsqu'on améliore les ovulations, on a après plus de chances de grossesse. Et ça c'est vrai quand on a des patientes qui sont en surpoids ou obèses, lorsqu'on leur fait perdre 5 à 10% du poids corporel, donc c'est quand même passer de 100 à 95 kg, c'est quand même quelque chose d'assez accessible. Si malheureusement avec cette prise en charge, ça ne fonctionne pas, eh bien on va passer à d'autres traitements. Mais ça peut quand même fonctionner, hein. Vous voyez, c'est une grande méta-analyse qui a été publiée cette année sur les différentes interventions possibles qu'on pouvait faire pour améliorer l'ovulation des patientes SOPK. On voit que quand mon petit rond se déplace vers la droite, ça veut dire qu'on a un peu plus d'ovulation. Donc lorsqu'on a une prise en charge diététique, c'est la première ligne d'exercice physique, la deuxième ligne ou de traitement de type metformine, on va avoir dans les 3 cas une augmentation des chances d'ovulation qui, vous voyez, sont quasiment équivalentes dans les 3 groupes. Si ça n'a pas suffi, là on va commencer avec des traitements inducteurs de l'ovulation. La première ligne de traitement qui est recommandée au niveau international maintenant, c'est le létrozole. Le létrozole, vous le connaissez, hein, c'est un anti-aromatase qui est prescrit dans la prévention des cancers du sein hormonodépendants en deuxième ligne. Ça bloque la synthèse et donc l'action des œstrogènes. Donc ça va faire croire à notre hypothalamo-hypophyse qu'on est en carence en œstrogènes et donc ça va lui dire de sécréter de la FSH endogène. Cette FSH endogène va ensuite pouvoir stimuler l'ovaire pour recommencer une folliculogénèse qui avant était déficiente, une folliculogénèse terminale. Donc on va essayer de recréer cette fenêtre de FSH endogène qu'on a d'habitude en tout début de phase folliculaire. La demi-vie, elle est courte, 48 heures. Attention, c'est une prescription en France qui est hors AMM, donc ça veut dire que la patiente, si vous prescrivez ce médicament, devra payer le traitement, c'est environ 40 € les 30 comprimés. Comment ça se prescrit? Après des règles qui peuvent être provoquées par de la dihydrogestérone, on commence à 1 comprimé par jour, donc 2,5 mg par jour, du 2e au 6e jour de votre cycle, donc 5 comprimés. Et on va ensuite surveiller systématiquement
et à chaque cycle. Et l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que j'ai une croissance folliculaire et endométriale satisfaisante? Est-ce que j'ai une bonne ovulation? Et on va surveiller également le risque de grossesse multiple, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien un nombre de follicules dominants satisfaisants, 1 ou 2, et pas 3 ou 4, qui pourraient être à risque de grossesse multiple. Donc comment je surveille? Je fais une échographie vers J10, J12 de mon cycle, éventuellement un dosage hormonal associé. Et soit je déclenche l'ovulation avec de l'HCG, soit je surveille si la patiente a bien ovulé par un dosage de progestérone environ 1 semaine avant la date prévue de l'ovulation. Et je modifie mon dosage en augmentant les doses jusqu'à 2 voire 3 comprimés par jour si je n'ai pas eu d'ovulation au cycle précédent. Le traitement par le létrozole ou par tout inducteur de l'ovulation a pour objectif de faire ovuler la patiente. Je ne modifie pas la dose si la patiente a bien ovulé. Si la patiente n'est pas enceinte mais elle a bien ovulé, je reste à la même dose. Malheureusement, comme je vous le disais, c'est hors AMM en France, et donc dans ces cas-là, si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas le prescrire, on va utiliser plutôt le citrate de clomifène ou le clomide. C'est aussi un anti-œstrogène, donc ça va fonctionner de la même façon au niveau central. Ça va faire libérer de la FSH endogène et donc a pour objectif de rétablir la fenêtre de FSH. Ça se prescrit exactement de la même façon que ce que je viens de vous décrire pour le létrozole. Ça se surveille aussi exactement de la même façon, avec quelques petites particularités qui sont spécifiques au citrate de clomifène. D'abord parce qu'il a une demi-vie longue, 5 à 7 jours, ça veut dire qu'il peut y avoir un effet retardé, un blocage hypophysaire persistant, et donc un risque de recrutement folliculaire multiple retardé. Et puis, on va avoir des effets délétères qui peuvent persister du fait de cette demi-vie longue anti-œstrogénique sur l'endomètre et sur la glaire cervicale, avec des effets délétères sur des chances de grossesse, des patientes qui ovulent, mais qui pourtant n'ont pas d'implantation embryonnaire. Et puis on sait, attention, qu'il y a certaines contre-indications s'il y a une hépatopathie. Et puis si on présente des troubles visuels avec parfois des risques de cécité, il y a une alerte récente de la NSM sur ce point, et donc si la patiente présente des troubles visuels, on arrête, et c'est une contre-indication absolue à toute nouvelle prise de citrate de clomifène. Alors pourquoi est-ce que les experts internationaux ont dit de préférer le létrozole? Eh bien tout simplement parce qu'on a plus de naissances vivantes lorsqu'on donne du létrozole versus du citrate de clomifène. Pourquoi? A priori pas parce qu'on a plus d'ovulation. Dans cette étude cette grande revue, il y a quelques années, on montrait qu'il y avait le même taux d'ovulation. Par contre, la différence, elle se trouvait au niveau endométrial, avec une épaisseur endométriale qui était plus importante lorsqu'on donnait du létrozole que du citrate de clomifène. Mais même ce point sur l'ovulation tentait à être revu, puisque dans les recommandations de 2023, il semblerait qu'il y ait même aussi plus d'ovulation chez les patientes qui prennent du létrozole que du citrate de clomifène. Donc c'est pour ça que les experts internationaux ont mis en première ligne le létrozole, même si pour l'instant, nous en France, n'ayant pas la MM, on reste à une prescription de citrate de clomifène en première intention. Et c'est très important de continuer à prendre en charge au niveau diététique. Vous reconnaissez la méta-analyse que je vous montrais tout à l'heure, les cases suivantes. Le premier carré rouge, c'est l'efficacité du citrate de clomifène. Et le dernier carré rouge en bas, c'est le même qui est combiné à une amélioration du mode de vie diététique et exercice physique. Vous potentialisez encore les effets des médicaments si vous poursuivez votre prise en charge du mode de vie. Donc vraiment, on le continue et c'est toute la prise en charge. Combien de temps est-ce que je vais donner ce traitement ? Maximum 4 à 6 cycles ovulatoires, et c'est pour ça qu'il faut bien suivre à chaque fois pour être sûr que la patiente ovule bien et qu'on ne donne pas un traitement pour rien et qu'on va laisser la patiente 6 mois sans ovuler, et donc on perd du temps pour la prise en charge globale de l'infertilité. Maximum 4 à 6 cycles parce qu'ensuite on n'obtient pas beaucoup plus de grossesse. Et donc sinon, si ça n'a pas fonctionné après 4 à 6 cycles, on change de traitement. Ou alors si on n'a pas eu d'ovulation avec jusqu'à 3 comprimés, on va prendre aussi une deuxième ligne thérapeutique. Cette deuxième ligne, ce sont des gonadotrophines qu'on donne en deuxième intention, avec des protocoles adaptés pour permettre d'avoir un recrutement monofolliculaire, avec un suivi là encore très rapproché pour pouvoir adapter la dose. En fait, j'aime bien cette diapositive que j'ai empruntée au docteur Robin, qui est la
problématique de trouver la bonne dose de traitement par gonadotrophine chez des patientes SOPK. On sait qu'elles vont pas répondre pendant très 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 longtemps, on peut perdre patience, soit nous, soit la patiente, et finalement augmenter trop rapidement la dose et avoir après une réponse multiple qui fait que finalement on doit arrêter la stimulation. Donc il faut vraiment prévenir qu'on doit être le plus stable possible et rester zen pendant toute la stimulation. Troisième ligne de traitement, si les 2 précédentes n'ont pas fonctionné, c'est la fécondation in vitro. Ça marche très bien. Il faut adapter les protocoles d'hyperstimulation parce qu'il y a un risque de syndrome d'hyperstimulation, mais sinon, il y a de très bons résultats avec des protocoles qui sont adaptés. Un dernier point maintenant sur les complications pendant la grossesse, avant de laisser la parole au docteur Gosset. Pendant la grossesse, oui, il y a une augmentation de certaines complications, que ce soit le diabète gestationnel, l'hypertension gravidique et la prééclampsie, une mortalité périnatale qui est aussi, là encore, un petit peu augmentée. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ? Vous verrez, dans les recommandations internationales, il y a quand même peu de pages et de données sur des prises en charge particulières au syndrome des ovaires polykystiques des femmes enceintes. La plus importante, c'est celle-ci, c'est l'augmentation du risque de diabète gestationnel, d'intolérance aux hydrates de carbone, parfois préexistence de diabète ou de diabète gestationnel. Et les recommandations là sont très claires, c'est on doit faire ce dépistage, quel que soit l'indice de masse corporelle, avant la grossesse ou un traitement d'infertilité. Si ça n'a pas été fait avant la grossesse et que vous recevez la patiente enceinte, il faut le faire au premier trimestre de la grossesse et puis le répéter entre 24 et 28 semaines comme tout dépistage de diabète gestationnel. Comment ? Par une AGPO à 75 grammes de glucose. Il n'y a que ce moyen de le dépister. Et en préconceptionnel, il n'y a vraiment que ce dosage qui est recommandé. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres suivis ? Il y a dans les recommandations pas vraiment autre chose que ce qui est fait classiquement, c'est-à-dire mesurer la pression artérielle régulièrement à chaque consultation obstétricale, et puis toujours ces fameuses règles hygiéno-diététiques qu'on doit débuter et qu'on doit poursuivre avant, pendant et même après la grossesse. Donc au total, le diagnostic, vous voyez, il est simple. Il se fait de façon certaine à partir de 20 ans, mais c'est toujours un diagnostic d'élimination et je vous ai remis ici les principales étiologies à éliminer avant de poser le diagnostic. C'est un trouble du cycle, une hyperandrogénie, des ovaires polykystiques à l'échographie ou une AMH élevée. Au moment du bilan initial, lorsque vous avez fait le diagnostic, il y a maintenant quelque chose de bien défini sur le dépistage et le suivi des complications, en particulier en préconceptionnel. Et si on est face à une infertilité, on a maintenant des algorithmes très clairs. On met en place des règles hygiéno-diététiques si elles n'existaient pas pour optimiser les chances de grossesse spontanée et en AMP. En première intention, c'est normalement l'étrozole, mais on est hors AMM en France, donc c'est plutôt le citrate de clomifène. Des gonadotrophines en deuxième intention, avec beaucoup de patience. En troisième intention, la FIV avec des protocoles adaptés, mais ça fonctionne très bien. Et attention au surrisque obstétrical avec un dépistage et une prévention qui doivent être adaptés. Voilà. Je pense que Merci Maëlys. Je vais rester un petit peu sur cette diapositive, si tu le permets, pour te poser quelques petites questions. Pour les traitements de première intention, qui peut les prescrire ? Alors, pour ce qui est du traitement, ou en tout cas des conseils pour les règles hygiéno-diététiques, ça, absolument tout le monde. On peut donner les bons conseils sur l'exercice physique et puis diététique. Pour ce qui est du citrate de clomifène, puisque c'est ça, je pense, ta question sur la prise en charge de l'infertilité en première intention, le citrate de clomifène est un traitement qui peut être prescrit par tout médecin. C'est-à-dire il n'y aura aucune limitation par le pharmacien comme ce qu'ont les gonadotrophines qui peut être prescrit que par un gynécologue ou un andrologue, vraiment un endocrinologue, des spécialités vraiment très définies. Le citrate de clomifène peut être prescrit par n'importe quel médecin. Et donc il faut faire, c'est vrai qu'il est parfois prescrit à tort quand il n'y a pas d'indication, ou parfois comme traitement de l'infertilité de première ligne sans aucun suivi, et c'est parfois un peu grave parce que c'est pourvoyeur de grossesses multiples, et il y en a quand même qui sont décrites dans ce cas, ou alors de perte de temps dans la prise en charge de l'infertilité parce qu'on le prescrit sans suivi et on ne sait pas si on est vraiment efficace dans notre prescription.
Donc si c'est prescrit, il faut que ça soit indiqué, c'est-à-dire qu'il y ait une infertilité. Non, mais c'est important. Une infertilité avec un trouble du cycle. Exactement. Et le SOPK est l'indication quasiment la seule de ce traitement finalement. Parce que parfois certains voudraient gagner du temps en se disant il y a de tels troubles du cycle que des désirs de grossesse voudraient les prescrire. Il faut quand même attendre de voir les chances de grossesse spontanée. Alors on peut attendre les chances de grossesse spontanée. Après en général, quand elles viennent, c'est pas le premier cycle où elles essayent. Et si on a des troubles du cycle vraiment très importants, on n'a pas besoin d'attendre 2 ans avant de prescrire un traitement pour induire l'ovulation. Par contre, si on le prescrit, et c'est ça surtout, il faut que ce soit surveillé pour vérifier que ce qu'on fait est efficace et qu'on va bien permettre à la patiente d'ovuler régulièrement à chaque cycle, parce que c'est ce qu'on essaye de faire avec ce traitement. Et pas oublier le bilan en préalable dont tu as parlé, parce que ça c'est souvent aussi un oubli de prescrire un spermogramme, parce que si on fait du clomide alors que le conjoint est infertile, ça sert pas grand chose. Et pareil pour les trompes à vérifier avant, et c'est vrai que c'est le bilan à prescrire avant de commencer une prise en charge de l'infertilité. Et une question qu'on a de temps en temps sur le risque obstétrical, c'est vrai qu'il y a une augmentation de certaines complications obstétricales, tu les as bien détaillées. Il semblerait que le SOPK soit un facteur de risque de prééclampsie ou de certaines pathologies vasculaires placentaires, plutôt sur des formes tardives, donc les formes qui sont souvent associées au syndrome métabolique, d'où le fait qu'il n'y aurait pas d'indication à prescrire de l'aspirine en préventif chez ces patientes-là sur cet unique facteur de risque. Voilà, juste on surveille. Exactement. Et donc maintenant, on a le plaisir d'accueillir pour la suite Anna Gosset, qui est praticienne hospitalier et bientôt MCUPH, on l'espère, au CHU de Toulouse, en gynécologie médicale, et qui va donc nous parler du suivi gynécologique et de la prise en charge hors infertilité du SOPK. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc je vais compléter effectivement le brillant topo de Maëlys sur le côté infertilité pour vous parler des autres aspects de la maladie SOPK. Et elle vous l'a bien expliqué, c'est vraiment une pathologie chronique qui a plein de facettes et qui va impliquer un grand nombre de facettes de la vie de la femme. Et là, on va parler de 2 facettes qui font partie intégrante de la maladie SOPK. C'est la partie hyperandrogénie, qui touche plutôt la femme jeune, on va le revoir, et puis la partie métabolique, qui pour le coup va intéresser la patiente tout au long de sa vie. Donc pour la prise en charge de l'hyperandrogénie, lorsque vous recevez une patiente qui présente une hyperandrogénie clinique, il y a une espèce de checklist à se faire en consultation. La première chose, c'est de confirmer l'hyperandrogénie. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une hyperandrogénie vraie? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un hirsutisme? Les critères, c'est quand même qu'il doit s'agir d'une pilosité avec poils épais, longs. Alors ça, c'est pas toujours facile à déterminer parce que les patientes, elles arrivent souvent avec une épilation qui a déjà été faite, donc on ne peut pas bien déterminer vraiment l'hirsutisme, mais il faut le discuter avec la patiente. On a un score qui nous permet de déterminer la sévérité de cet hirsutisme, qui est le score de Ferryman, que je vais vous remonter juste après. Et s'il s'agit plutôt d'acné, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une acné sévère? Donc le score de Ferryman, vous le voyez, c'est un score qui va rechercher toutes les zones androgéniques et évaluer la sévérité de la pilosité sur toutes ces zones. Donc c'est un score qu'on cote à chaque fois de 1 à 4. Donc vous regardez toutes les zones et en général, moi je montre ces photos ou bien vous avez sur internet les dessins avec les différentes zones à observer et puis j'essaye de déterminer avec les patientes sans épilation à peu près ce que ça donne. Mais c'est peut-être parfois un peu surestimé, mais ça peut donner vraiment une bonne idée de ce qui se passe lorsqu'elles ne s'épilent pas. Et les seuils qui sont définis par les nouvelles recommandations, c'est un score de Ferryman au-dessus de 4 à 6, à moduler un peu en fonction de l'origine, mais en tout cas ça va relativement vite quand même pour définir un hirsutisme vrai. La deuxième chose qu'il faut établir lorsque vous avez une hyperandrogénie clinique, c'est de rechercher des signes d'alerte. Parce que, on va le voir, il y a des causes qui peuvent être graves, des causes hyperandrogéniques qui peuvent être graves, et notamment des causes tumorales. Et ce qui doit vous alerter, c'est la rapidité d'apparition. Si c'est vraiment des signes cliniques qui sont apparus très vite et de façon assez explosive, et des signes de virilisation. Donc les signes de virilisation, c'est par exemple une clitoridomégalie ou une rossité de la voix. Et ça, il faut vraiment rechercher une cause tumorale.
Après, on recherche les signes associés qui vont nous permettre d'établir le diagnostic. On l'a vu pour le SOPK, les signes associés recherchés, c'est les troubles du cycle, et puis aussi souvent un profil métabolique qui sera associé. Et aussi, il faut rechercher tous les signes qui peuvent être associés au diagnostic différentiel. Par exemple, pour le Cushing, ça va être les hématomes faciles, les vergetures pourpres, la bosse de bison au niveau du cou. C'est des diagnostics beaucoup plus rares, mais c'est important de bien examiner nos patientes pour déterminer s'il existe un risque de pathologie autre que le SOPK. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va prescrire un bilan hormonal. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on fait en général en premier, mais il ne faut pas oublier toutes les étapes précédentes pour faire un peu la part des choses. Dans ce bilan hormonal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours un bilan de première intention. Finalement, ce bilan de première intention, Maëlys l'a déjà décrit, c'est finalement le plus important et ça va nous permettre de répondre à toutes nos questions, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel possible au SOPK ? Est-ce qu'il faut rechercher une autre cause et est-ce qu'il y a une hyperandrogénie biologique finalement. Donc on dose la testostéronémie totale. Dans les recos, il y a toujours l'indication de prescrire des testostéronémies libres, mais pour l'instant on n'a pas de dosage suffisamment fiable qui nous permettent d'avoir des seuils qui permettent de faire des diagnostics sûrs. Donc là on reste sur la testostéronémie totale dosée par spectrométrie de masse. Et pour le diagnostic de différentiel principal, qui est le bloc en 21 hydroxylase incomplet, c'est le dosage, comme vous l'a dit Maëlys, de la 17-hydroxyprogestérone. Tous ces dosages doivent être faits en début de cycle, donc toujours un cycle déclenché par les progestatifs séquentiels si la patiente est en aménorrhée, ou un cycle spontané si la patiente présente toujours des cycles, mais toujours en début de cycle, la 17-hydroxyprogestérone, elle peut absolument pas s'interpréter si elle a été faite en phase lutéale. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà, on peut se dire, la testostéronémie totale, est-ce qu'elle est très élevée ? Si elle est très élevée, c'est là qu'il va falloir rechercher une cause tumorale, et on donne le seuil à peu près de 1,5 nanogrammes par millilitre. C'est déjà un seuil qui n'est pas très souvent atteint dans la maladie SOPK, donc si vous êtes au-dessus de ce seuil, vraiment, il faut aller rechercher d'autres causes. Et pour la 17-hydroxyprogestérone, pour affiner la sensibilité de ce dosage, on peut aller jusqu'à un testosinactène si le dosage est un petit peu élevé. Le seuil pour faire le testosinactène, il est très discuté en fonction des équipes. L'équipe de Paris, d'Anne Bachelot par exemple, ils font pour tout le monde un testosinactène. Et finalement, les recos, c'est plutôt à 2 nanogrammes par millilitre. Il faut aller jusqu'à un testosinactène. Bon, il y a beaucoup d'équipes qui se situent un peu entre les deux, vers 1,5 nanogrammes par millilitre. On peut déjà proposer ce test pour affiner la sensibilité. Et ensuite, on récupère de toute façon souvent les patientes avec plein de bilans hormonaux qui ont déjà été faits plusieurs fois. On ne sait jamais vraiment dans quelles conditions. Donc c'est toujours bien de refaire bien le point et de ne pas s'affoler sur des dosages qui nous paraissent un peu aberrants. Mais en tout cas, on se retrouve toujours avec des résultats des fois de SDHEA. Donc la SDHEA, elle doit s'interpréter toujours en deuxième intention. Il faut toujours avoir en tête, est-ce que ma testostéronémie totale est élevée ? Si oui, est-ce que finalement il peut s'agir d'une cause surrénalienne si elle est très élevée ? Dans ce cas-là, on va s'aider de la SDHEA. La SHBG, elle va nous aider en fait à déterminer sur des profils obèses, par exemple, s'il peut exister une testostéronémie libre, finalement plus élevée que ce qu'on retrouve sur la testostéronémie totale, parce que si elle est abaissée, ce qui est souvent le cas dans le cas de l'obésité, on va considérer que du coup la testostéronémie libre va être plus élevée. On peut calculer un index de testostéronémie libre. Je vous ai mis le petit calcul, mais déjà ça donne une idée globale si on dose la SHBG. Puis la delta-4 androstrénédione, qui est souvent un petit peu élevée dans le cadre du SOPK, finalement c'est un androgène mixte, surrénalien et ovarien, donc qui ne va pas nous donner beaucoup plus d'informations sur l'étiologie ou sur quoi que ce soit. Ça nous donne une information supplémentaire. Donc ces dosages des androgènes sont toujours faits en début de cycle, j'ai déjà dit, et toujours associés tout le bilan de l'axe gonadotrope, donc LH, FSH, œstradiol, prolactine pour le diagnostic différentiel des troubles du cycle, et puis l'AMH qui peut être utile dans le diagnostic du SOPK, on l'a vu. Pas d'intérêt à répéter ce bilan hormonal. Encore une fois, on se retrouve souvent avec 1 milliard de bilans hormonaux. Il vaut mieux le faire une bonne fois pour toutes, correctement, sauf s'il y a des discordances après dans le suivi de la patiente. Il n'y a pas de nécessité de répéter ce bilan hormonal à plusieurs reprises.
Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on évalue le retentissement de l'hyperandrogénie chez la patiente, donc le retentissement sur sa qualité de vie, est-ce que ça la gêne finalement? Souvent elles sont venues pour ça, donc a priori elles sont gênées. Et là on va lui proposer la prise en charge adaptée. Donc dans la prise en charge, on a un traitement médicamenteux qui est la contraception œstroprogestative, on va le revoir, la spironolactone et les traitements cosmétiques. Quelle contraception œstroprogestative en cas d'hyperandrogénie? Donc en fait, son mode d'action, il ne va pas dépendre des molécules qu'on va utiliser, il va être le même pour toutes les contraceptions œstroprogestatives. Elle va augmenter la SHBG, et donc on l'a vu, la SHBG liée va être augmentée, donc la testostéronémie libre va diminuer, et donc l'effet androgénique sur la pilosité va diminuer, et elle va avoir une action antigonadotrope, donc on va diminuer la sécrétion des androgènes ovariens. Sur les recommandations de l'Échereuse, c'est bien de 2023, c'est bien dit, il n'y a pas de supériorité d'une molécule par rapport à une autre et pas de supériorité des pilules à 30 gamma versus 20 gamma. Donc on prescrit les pilules de première intention en général, qui sont les pilules de deuxième génération. Il y a 2 associations qui ont l'AMM pour l'acné, donc ça peut être intéressant chez des patientes pour qui l'acné est prédominante. C'est l'association norgestimate éthényl estradiol et l'association dienogest éthényl estradiol. Mais, et ça c'est souvent le cas, on est souvent très gêné parce que les patientes SOPK, elles ont des profils métaboliques et donc potentiellement des contre-indications à la contraception œstroprogestative. Ça, je vous ai pas remis le tableau, mais vous avez les très bonnes recos du CNGOF de 2018 qui sont très clairs sur les contre-indications potentielles d'une contraception œstroprogestative. Et dedans, s'il y a une association d'un surpoids, d'une obésité avec des migraines par exemple, ou un tabagisme, c'est une contre-indication. Donc là, on va proposer plutôt une alternative si la patiente a besoin d'une contraception plutôt progestative pure. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'action anti-androgénique attendue. Même si on a plusieurs molécules, finalement, il n'y a pas de molécule qui soit supérieure sur son action anti-androgénique. Donc on va devoir associer d'autres mesures dans ces cas-là. Ensuite, la spironolactone. Donc ça, c'est un petit peu nouveau pour beaucoup d'entre nous parce que c'était très peu utilisé en France jusqu'à il y a quelques années. Très utilisé par contre dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Et on découvre la façon de le prescrire, etc. Mais en tout cas, il faut qu'on s'y mette parce que clairement, c'est un traitement qui est maintenant recommandé en première intention pour la prise en charge si la contraception œstroprogestative ne suffit pas. Et donc, son mode d'action, il va avoir une action sur les récepteurs aux androgènes, il est antagoniste sur les récepteurs aux androgènes, et il va inhiber aussi la biosynthèse de la testostérone. Les recommandations, c'est d'utiliser entre 25 et 100 mg. Donc, en France, on a les comprimés à 50 et 75 mg. Donc, en général, la plupart d'entre nous, on commence à 50 mg. Et après, on va augmenter jusqu'à 100 mg si c'est pas suffisant. Ce qu'il faut toujours associer, c'est une contraception efficace, parce qu'on a un risque s'il y a une grossesse de virisation incomplète. Et surtout, ça peut aussi être associé à des troubles du cycle. Donc toujours associé à une contraception, qu'elle soit progestative ou œstroprogestative. Avec une contraception œstroprogestative, c'est sûr qu'on va avoir un effet combiné des deux, donc c'est plus intéressant sur le côté hyperandrogénie. Et puis, le risque de la spironolactone, qu'on a beaucoup décrit, c'est l'hyperkaliémie. Donc finalement, c'est un risque qui est très faible. Donc il n'y a pas vraiment de nécessité de surveiller le ionogramme quand on le prescrit chez une femme jeune qui n'a pas d'antécédents particuliers. Sauf si elle a des pathologies associées, pathologies rénales, des traitements hyperkaliémiants. Là, effectivement, on va doser le ionogramme pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hyperkaliémie au moment de la prescription. Mais sinon, on peut y aller assez tranquillement. Et c'est souvent très bien toléré. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'acétate de cyprotérone? C'était le progestatif qu'on utilisait en première intention jusqu'à il y a quelques années très largement et qui était très efficace. On était très très contents, globalement. Mais là, vous le savez très bien, on a les alertes ANSM sur le risque de méningiome qui ont un petit peu stoppé sa prescription. Et pour les dernières recommandations, c'est assez clair, il n'y a plus de place pour ces traitements à cause de ce risque de méningiome. En France, il est encore disponible et on a l'ANSM qui l'autorise, entre guillemets, en dernier recours sur des hyperandrogénies majeures. Donc c'est pas interdit. Par contre, c'est quand même assez contraignant pour les patientes. Il y a une IRM cérébrale à faire avant.
Puis à 5 ans, il faut signer un consentement tous les ans. Pour les praticiens, c'est quand même pas évident pour faire l'info. Hein. La petite tumeur bénigne cérébrale, c'est jamais très facile à expliquer en général. Mais c'est encore possible et c'est vrai que sur des patientes qu'on a du mal à prendre en charge, par exemple avec la spironolactone, ça peut toujours se discuter. En général, on essaye vraiment la dose minimum efficace et surtout une durée courte pour après switcher sur un autre traitement parce que c'est vraiment l'effet dose cumulée qui va être à risque. Sachez quand même qu'il y a vraiment un effet âge sur le risque de méningiome, donc chez la femme très jeune, il y a quand même un risque qui est très très faible. Et ensuite, les traitements cosmétiques locaux, c'est pareil. Je pense qu'on a un peu sous-utilisé ces traitements pendant un moment et que ça revient sur le devant de la scène parce qu'en fait, c'est très efficace. Et c'est maintenant tout le monde fait appel à ces traitements locaux, même en dehors du SOPK. Mais pour le SOPK, ça a un vrai intérêt sur la qualité de vie des patientes, parce que ça marche bien et ça marche relativement vite. Parce qu'on l'a pas dit, mais tous ces traitements anti-androgéniques, c'est un petit peu long sur la efficacité, parce que le cycle de la pilosité, c'est 6 mois. Donc en général, on attend 6 mois avant de déterminer s'il y a un traitement efficace et puis de modifier si jamais ça l'est pas. Donc on va pouvoir les utiliser assez largement en première intention. L'efficacité, elle est encore plus importante, bien sûr, si on l'associe à tous les traitements dont je vous ai parlé juste avant. Le laser, un peu mieux que la lumière pulsée. On a une dernière revue qui est concordante. Et on a la possibilité de faire une demande de prise en charge Sécu, donc hors dépassement d'honoraires, ça c'est pas facile à trouver, les centres qui n'ont pas de dépassement sur le laser, mais en tout cas, ça permet d'avoir quand même une prise en charge, au moins une partie prise en charge par la Sécu. Donc la demande d'accord préalable, en général, moi je la fais pas, je l'adresse et puis c'est le dermato qui s'occupe du laser qui fait la demande. Mais en tout cas, c'est assez facile à faire avec les certificats à remplir. Et ça permet aux patientes d'être pris en charge en partie sur ces traitements qui sont quand même relativement coûteux sinon. Et c'est basé sur le diagnostic, pour justifier, il faut oui. Un diagnostic avec dosage, des dosages, etc. En tout cas, c'est le médecin qui dit oui, c'est hirsutisme sévère et SOPK diagnostiqué. Donc oui, il faut le mentionner dans la feuille Sécu. Après, il ne demande pas de justificatif particulier. D'accord. Donc, on a fini sur le côté hyperandrogénie. Je vais maintenant vous parler de la partie métabolique, qui est aussi très très importante. Et donc, qu'est-ce qu'on propose comme prise en charge métabolique chez nos patientes ? Ça, c'est un des principaux messages, c'est qu'il faut dépister les facteurs de risque cardiovasculaire de façon régulière. Et ça, je pense qu'on y pense quand la patiente elle est en surpoids, en obésité, mais pas forcément quand c'est une patiente mince. Et il faut le faire même chez les patientes minces. Donc, il y a une augmentation des troubles métaboliques de type intolérance aux hydrates de carbone, une augmentation du risque de diabète de type 2 et des pathologies cardiovasculaires. Donc, on rend service à nos patientes en les prenant en charge sur le côté métabolique. Comment on doit faire ce dépistage ? Donc, en fait, le syndrome métabolique, c'est plusieurs critères, et notamment des critères morphotypes. Donc, faire le calcul de l'IMC à chaque consultation, poids surtout. Et puis, le tour de taille qui permet de voir s'il y a un morphotype plutôt androïde. La tension artérielle à chaque consultation, ça c'est assez classique. Le bilan lipidique à faire en fonction du contexte, il n'y a pas de fréquence qui soit définie, mais en tout cas sur des patientes en surpoids ou obèses, c'est bien de le faire régulièrement, de façon annuelle. Et puis le dépistage de l'intolérance aux hydrates de carbone et au diabète de type 2. Donc on a plusieurs moyens de le dépister, mais ce qui est recommandé en première intention, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale à 75 grammes. Qui doit se faire au diagnostic et après en fonction du contexte, sous les 1 à 3 ans, ça dépend un petit peu. Et comme l'a dit Maëlys, très important de le faire en cas de désir de grossesse, en préconceptionnel. Donc pourquoi pourquoi dans les recommandations, en tout cas, on propose l'hyperglycémie provoquée par voie orale en première intention, parce que c'est pas spécialement rigolo pour les patients, pour ceux qui ont goûté, c'est pas terrible quand même. Donc il faut avoir des bonnes raisons quand même. Et effectivement, moi je me disais si c'est pour dépister 3 personnes en plus, franchement ça vaut pas le coup. Mais en fait sur les cohortes,
Là, c'est une cohorte autrichienne où il y avait 700 SOPK à peu près et 76 patientes qui avaient une intolérance aux hydrates de carbone. Et si on prenait que la glycémie à jeun, il y avait 45 faux négatifs, donc plus de la moitié, qui n'étaient pas dépistés par la glycémie à jeun. Et l'hémoglobine glyquée, encore plus, 57 qui n'étaient pas dépistés par le seul calcul de l'hémoglobine glyquée. Donc c'est pour ça, en fait, que ce dépistage par hyperglycémie provoquée par voie orale, il va permettre de récupérer un certain nombre de patientes. Donc les seuils, je vous les ai remis là pour déterminer s'il y a une intolérance aux hydrates de carbone ou un diabète de type 2. Et si c'est pas possible, on fait la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Par contre, tout ce qui est score Roma, insulinémie à jeun, qui ont été beaucoup décrits dans les études SOPK, finalement, on n'a pas de seuil validé qui permette de faire un diagnostic clair, donc c'est pas recommandé de le faire dans le cadre du dépistage. Pensez au syndrome d'apnée du sommeil, ça c'est pareil, je pense qu'on rend vraiment service à nos patientes si on dépiste un syndrome d'apnée du sommeil pour le risque cardiovasculaire et pour la qualité de vie, parce que c'est des patients qui sont fatigués sinon. Donc là je vous ai mis le questionnaire qui est recommandé pour le dépistage, qui est le questionnaire de Berlin. Bon, déjà on peut poser quelques questions assez simples, est-ce qu'elle ronfle, est-ce qu'elle a des pauses respiratoires qui sont entendues par le conjoint, est-ce qu'elle est fatiguée, etc. Et si on veut être un peu plus précis, ce questionnaire il est assez facile à remplir. Et après, on l'adresse pour une polysomnographie. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est déjà pas mal, on propose une prise en charge gynédiététique adaptée. Et là, je pense que c'est là où on est mauvais, parce qu'on n'a pas le temps, de parler en fait des règles gynédiététiques. Et ça, c'est long, ça prend du temps, c'est pas très, on a l'impression qu'on n'est pas efficace, mais c'est là qu'on rend vraiment service à nos patientes, encore une fois. Donc, il faut essayer de le faire. Et visuellement, je trouve que c'est intéressant cette photo que tu avais mis dans tes dias là, de cette assiette, parce que les patientes, elles ont toujours l'impression qu'elles mangent des légumes, que franchement, ça va et tout. Mais là, quand on voit visuellement, c'est la moitié de l'assiette qui doit contenir des légumes et les féculents, c'est qu'un quart de l'assiette. Déjà, c'est pas beaucoup. Enfin, pour tous les patients qui mangent de façon assez normale pour elles, c'est pas comme ça, à mon avis, que se dessine leur assiette. Et pensez aux céréales complètes. Ça, c'est pareil, personne n'y pense beaucoup, mais en fait, tout ce qui est farine blanche, c'est vraiment des sucres, en fait. Donc, il faut les limiter au maximum. Et ça, c'est des choses assez simples à expliquer et qui sont vraiment intéressantes sur le plan diététique. Après, le gras, le sucre, les gens, ils savent. Mais ça, ils savent pas forcément. Et après, l'activité physique, ça, c'est essayer de reprendre avec la patiente les moments où elle pourrait instaurer une activité physique. Ça, c'est les mêmes recommandations qu'en population générale, sur l'activité physique recommandée pour les adultes. Mais chez les patientes SOPK, c'est encore plus important. Et donc, on essaye de voir avec elles où est-ce qu'elles pourraient instaurer un petit peu d'activité physique dans leur vie de tous les jours, qui est souvent bien remplie, comme tout le monde. Mais c'est pas si facile. Et pour le coup, c'est souvent, le problème métabolique, c'est quand même souvent au premier plan de leurs préoccupations. Et donc, c'est là qu'on leur rend vraiment service. Ensuite, si tout ça n'a pas fonctionné, on peut discuter une prise en charge médicamenteuse de ces troubles métaboliques. On va parler de la metformine et des inositol. Donc la metformine, c'est un traitement qu'on utilise dans le diabète de type 2 qui va diminuer la production de glucose et augmenter son utilisation. Et finalement, les recommandations 2023 proposent une indication très large, c'est à envisager chez toutes les patientes SOPK qui ont un IMC supérieur à 25. Donc ça fait du monde quand même, je pense. Mais ça améliore vraiment le profil métabolique dans les études, dans toutes les études qui ont été revues pour ces recommandations. Bon, pas plus qu'une prise en charge gynédiététique active, mais parfois c'est pas si facile à mettre en place. Donc je pense qu'en tant que gynéco, il faut qu'on s'y mette. C'est pas forcément évident de premier abord parce que c'est pour nous, c'est réservé finalement à la prise en charge du diabète de type 2, aux endocrinos, etc. Mais finalement, la balance bénéfice-risque, elle est favorable chez ces patientes. La problématique, c'est la tolérance, parce qu'il y a une tolérance digestive qui peut être délétère. Donc, on essaye, les conseils, c'est de commencer vraiment à faible dose, à 500 mg par jour, et d'augmenter progressivement toutes les 1 à 2 semaines. Le maximum, c'est 2,5 g chez l'adulte.
La seule chose, c'est de surveiller la carence en B12, surtout s'il y a des autres facteurs de risque, notamment les chirurgies bariatriques, si elles sont véganes. Il faut surveiller la carence en B12. Mais sinon, c'est quand même faisable de prescrire la metformine. Donc voilà, il faut qu'on s'y mette. Moi aussi, il faut que je m'y mette. Donc voilà, ces nouvelles recos, ça va nous encourager à le prescrire plus largement. Juste noter que quand même, il n'y a pas d'AMM pour la metformine lorsqu'on est hors diabète. Hein, donc là encore, normalement, en théorie, c'est à la charge de la patiente quand il n'y a pas de diabète. C'est une prescription hors AMM. Il faut l'écrire, l'inscrire sur hors AMM dans les recos. Oui, les recos finalement, ils ont été assez larges sur les indications. En France, voilà, on est moins. Là encore, on est encore hors AMM, donc là, bon, peut-être pas, on ne prescrira sûrement pas à toutes nos patientes avec un IMC supérieur à 25, mais en tout cas sur les patientes qui ont un profil de risque vraiment plus important, ben, ça vaut le coup en tout cas. C'est vraiment un médicament qui va améliorer leur profil métabolique. Les inositol, c'est des seconds messagers de l'insuline avec une action aussi ovarienne, qui ont des résultats encourageants, mais pour l'instant, il y a des niveaux de preuve qui sont relativement faibles. Sur les effets sur l'hyperandrogénie et sur les effets métaboliques, c'est plutôt favorable. Et pour le coup, là, on a une balance bénéfice-risque qui est globalement favorable, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire franc ou connu, donc on peut le prescrire. En tout cas, il n'y a pas de preuves très fortes sur leur efficacité, mais ça peut être une possibilité. Et la dose recommandée, c'est 4 grammes par jour. Donc c'est quand même, il faut le regarder sur toutes les. Il y a beaucoup de labos qui sortent leur inositol en association avec d'autres compléments parfois, mais il faut bien regarder le contenu de ces compléments pour être sûr d'atteindre les cibles thérapeutiques. Donc finalement, quand je vous ai dit tout ça, quand est-ce qu'on prescrit la contraception surprogestative, quand est-ce qu'on prescrit l'inositol ou la metformine, la metformine va être supérieure à la contraception, ça c'est sûr, sur le profil métabolique, ça on le savait, on pouvait s'en douter. Supérieure aussi à l'inositol. Par contre, pour le côté hirsutisme, c'est vraiment la contraception surprogestative qui est supérieure à la metformine et à l'inositol. Et on peut aussi associer contraception surprogestative et metformine sur les profils métaboliques, encore une fois, les plus à risque. Et metformine et inositol, tu peux associer ou... Bah oui, j'ai pas vu d'études, mais il n'y a pas de... Oui, on peut aussi associer les deux, oui. Après, au final, ça fait un petit coup pour la patiente mensuelle, quand même. Oui, si on prescrit hors AMM plus l'inositol qui n'est pas remboursé, ça fait un coup, ouais. Et l'inositol, vous, dans la pratique courante, vous le recommandez facilement? Parce que c'est vrai qu'il y a un fort lobby pharmaceutique sur ces produits-là, qui sont souvent associés à énormément de choses, comme tu le précisais. Donc c'est assez difficile de les conseiller. Souvent, elles en ont entendu parler aussi. Il y en a souvent qui le prennent, en tout cas moi dans le contexte de l'infertilité, il y en a beaucoup qui le prennent, qui sont déjà, qui me le précisent au cours de la consultation, à la fin, oui au fait j'ai commencé ce traitement-là. Moi je pense que ça peut être intéressant chez des patientes qui n'ont pas d'indication à mettre de la metformine, donc qui ont parfois peut-être un surpoids ou sans aller directement à la metformine, parce qu'en effet dans ces recommandations, moi je suis quand même assez frileuse sur le fait de le donner à tout le monde chez les patientes qui ont un IMC supérieur à 25, et même si on lit bien les recommandations, c'est même inférieur à 25, et même chez les adolescents, donc en gros c'est tout le monde. Ça me fait quand même, je suis pas tout à fait partante pour faire ça. Ça peut être une alternative chez des patientes qui sont demandeuses. Après c'est pas quelque chose que je vais, en tout cas personnellement, dans ma pratique, je le donne pas... s'il n'y a pas une demande de la patiente particulière, c'est moi qui vais l'induire forcément systématiquement. Et est-ce que les patientes finalement suivent bien ce traitement de metformine dans votre pratique courante? Parce que dans la metformine, la tolérance elle est quand même assez difficile au niveau digestif, et moi j'essaye de faire en augmentant progressivement la dose, comme c'est recommandé, 15 jours à 500, puis après on passe à 1000 pendant encore 15 jours, et si jamais c'est bien toléré, on essaye d'augmenter encore un peu. Je dépasse rarement 1500 parce qu'après c'est difficilement, dans ma pratique, c'est difficilement toléré. J'essaye de trouver la dose maximale tolérée
Voilà. Et les patientes acceptent finalement facilement de prendre ce traitement. Facilement. Après, moi, j'interviens vraiment dans un moment spécifique de leur vie et comme je travaille en médecine de la reproduction, je ne fais que ça. Je ne vois les patientes qu'au moment de leur désir de grossesse et de leur infertilité. Je les vois pas sur le long cours. C'est plutôt le gynécologue qui va prendre en charge ou l'endocrinologue à plus long cours la patiente qui sera peut-être embêtée sur une tolérance. Parce que c'est vrai que ça peut être difficile de se dire c'est pour une prévention de maladies qui vont arriver dans le temps. Chez une femme jeune, se dire que toute sa vie elle va être sous traitement par metformine. Enfin, je sais pas si tu as l'expérience. Oui, j'ai pas beaucoup d'expérience justement parce que en tant que gynécologue, j'ai pas beaucoup l'habitude de le prescrire. Après, je pense que justement sur ce dépistage dont on a parlé de l'intolérance aux hydrates de carbone, ça peut être un argument supplémentaire aussi pour le proposer. Et là, dans ce contexte, on a quand même une indication plus forte. Donc voilà, je pense qu'il y aura un profil de patiente chez qui ça sera peut-être vraiment bénéfique. Après, plus largement, je pense qu'on n'y est pas, mais déjà si on arrive à cibler cette tranche de population les plus à risque et que le traitement est bien toléré, qu'on arrive à ce qu'il soit bien toléré, on peut être bénéfique pour nos patientes. Mais c'est vrai que si nous, on n'y pense pas, les patientes, elles ne sont pas forcément suivies par ailleurs, ni par leur médecin traitant, ni par l'endocrinologue. Donc on a notre place quand même dans cette prise en charge métabolique. Après, les recos sont à remettre dans le contexte français. Tout à minima de la dépister. Ouais. Ah oui. Exactement, ouais. Déjà, c'est déjà pas mal si on a fait le pas de dépister les complications cardiovasculaires. Un tout petit mot, mais ça c'est pareil que pour la population générale et pour le coup là ça sort du ressort des gynécologues je pense. Bon, savoir qu'il existe quand même maintenant les possibilités thérapeutiques des analogues du récepteur du GLP-1, en France qui ont des difficultés d'approvisionnement c'est un peu compliqué, mais si une prise en charge est très compliquée sur le plan métabolique avec une obésité qui est sévère et qui est mal contrôlée, il y a ces possibilités là et aussi la possibilité d'adresser pour la chirurgie bariatrique. Encore une fois, s'il n'y a que vous qui suivez la patiente, c'est peut-être à des moments une possibilité qu'il faut discuter et adresser pour vraiment une prise en charge de l'obésité. Donc ça reste dans le contexte population générale, c'est juste qu'en tant que gynécologue, parfois, encore une fois, il n'y a que nous qui les voyons, quoi. Ensuite, je vais dire un tout petit mot sur le côté, effectivement, anxiété, dépression qui pour le coup sort de notre champ gynécologique, mais je pense que pareil, on va gagner à dépister ce retentissement de la maladie SOPK. C'est des patientes qui sont quand même souvent en souffrance, avec une représentation du corps qui n'est pas évidente, avec les problèmes de poids et le problème de l'hyperandrogénie, et qui est du coup souvent associé à une dépression, l'anxiété, puis un impact sur la qualité de vie de ces symptômes. Bon, nous, ce qui n'est à pas louper, c'est vraiment le délai diagnostique et les informations qu'on va donner au diagnostic. Donc ça, c'est de notre ressort. Et puis, de les suivre régulièrement et puis d'adresser, si nécessaire, s'il y a vraiment un syndrome dépressif ou anxieux qui est dépisté. Ça, je te remercie de le préciser et toutes les deux vous en parlez quand vous vous présentez sur cette thématique-là, parce qu'on a un réel rôle là-dessus, de s'intéresser à l'impact sur leur qualité de vie, dépister des signes et aussi d'avoir des discours plutôt rassurants, comme tu le décrivais, notamment sur la fertilité, pour pas que ce diagnostic apparaisse comme une épée de Damoclès sur le risque métabolique et sur l'infertilité. Oui, non, on a un vrai rôle. Je pense à toutes les petites jeunes qu'on reçoit qui ont eu une écho... où on leur a dit ça y est, SOPK, elles ont regardé sur internet, c'est la fin du monde. Donc là, on a un vrai rôle éducatif sur qu'est-ce que c'est ce syndrome, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça va être votre suivi. Vraiment, il faut bien être rassurant sur la fertilité. Effectivement, elles ont des chances de grossesse qui sont identiques. Ça, c'est super de montrer cette étude et de pouvoir donner ce message à ces patientes, quoi. Donc là-dessus, on a un vrai rôle au moment du diagnostic, ouais. Et je finis juste un petit mot aussi sur les troubles du cycle en dehors, parce que c'est vrai qu'on y pense tout le temps quand la patiente elle a un désir de grossesse, mais chez une patiente en aménorrhée, il faut penser au risque de cancer endométrial sur ces patientes qui ont une hyperœstrogénie relative et qui du coup peuvent avoir un risque majoré de problématiques endométriales. Donc il faut leur proposer chez des patientes en aménorrhée qui n'auraient ni besoin de contraception ni de désir de grossesse de provoquer les cycles au moins tous les 3 mois pour empêcher en fait l'hypertrophie endométriale.
Et juste sur cette diapositive, parce que ça c'est quelque chose qu'on connaît moins justement, ces traitements progestatifs séquentiels dans un but préventif, plus du cancer endométrial. Les patientes qui souvent elles ont une contre-indication aux ostroprogestatifs quand elles ont ce profil métabolique surajouté, est-ce que si elles sont sous contraception microprogestative continue, elles ne sont pas concernées par ce surrisque endométrial? Elles ne sont pas concernées. Les progestatifs vont entraîner une atrophie de l'endomètre en fait. Donc c'est vraiment les patientes qui n'auraient aucun traitement, par exemple même le DIU lévonorgestrel, c'est très protecteur vis-à-vis du risque de cancer endométrial. Donc tous les traitements progestatifs finalement c'est protecteur, mais il y a des patientes qui n'en souhaitent pas. Et dans ces cas-là, on propose le Dufaston, la dihydrogestérone à 10 mg, 2 comprimés par jour pendant 10 jours qui vont déclencher un cycle. Voilà. Il y a une surveillance endométriale particulière? S'il n'y a pas de symptômes particuliers, non, il n'y a pas. En fait, le risque relatif de cancer endométrial n'entraîne pas d'échographie systématique à réaliser de façon pour le dépistage. Il n'y a pas de critères de dépistage systématique. Il faut l'avoir en tête devant un trouble du cycle chez le patient SOPK, mais pas d'échographie, non. Voilà, et ce que je disais, donc effectivement, si la contraception ostroprogestative est contre-indiquée, on sait que la metformine, s'il y a d'autres indications métaboliques, ça peut aussi restaurer les cycles, même si ça ne devrait pas être l'indication principale. Et l'inositol, le bénéfice est très limité sur la restauration des ovulations, en tout cas, c'est pas un traitement de l'infertilité, et sur la restauration des cycles, c'est pas forcément non plus à proposer en première intention. Là, l'objectif, si c'est vraiment de la protection endométriale, faut rester assez simple sur ces progestatifs séquentiels. Je conclus sur ma prise en charge du SOPK en dehors du désir de grossesse. Donc pour le côté hyperandrogénie, plus important, bilan étiologique pour éliminer toutes les autres causes d'hyperandrogénie dont on a parlé. Et en proposer en première intention, c'est les contraceptions progestatives et les traitements cosmétiques locaux qu'on peut proposer également en première intention, en parallèle. Et puis la spironolactone si ça ne suffit pas. Sur le côté métabolique, nous, on a encore une fois un vrai rôle sur le dépistage, avec proposer cette hyperglycémie provoquée par voie orale. En tout cas, toujours parler des règles gynodiététiques et la metformine dans les cas où le syndrome métabolique est très important. Sur le côté dépression, toujours associé, rechercher ce retentissement sur la qualité de vie. Et puis là, notre rôle sur ce retentissement, ça va être de trouver une prise en charge adaptée sur les différents symptômes de nos patientes, mais aussi savoir adresser si vraiment il existe un syndrome anxio-dépressif caractérisé. Et sur les troubles du cycle, finalement la contraception ostroprogestative ou progestative va régler le problème, mais si c'est pas le cas, on peut proposer un progestatif séquentiel en cas d'aménorrhée. Et j'ai fini. Voilà, j'ai laissé juste une petite... C'est moi qui l'ai mis, ça. Voilà, pour vous inviter aux premières journées du syndrome des ovaires polykystiques, parce que c'est fou, on s'est décrit depuis 1935, mais elle n'existe pas. Bon. Et donc avec... plusieurs collègues et experts du SOPK, on a mis et organisé ces premières journées. Et donc, je vous invite à venir nous rejoindre les 3 et 4 avril 2025 à la Maison de l'Océan à Paris. Il y a des séquences grand public et des sections un peu plus experts. Et donc, vous pouvez aller vous renseigner sur le site. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes les deux pour cette prouesse d'avoir réussi à balayer beaucoup de la thématique du SOPK en 45 minutes. Il y a énormément de choses à dire, d'où l'intérêt de ces journées et de poursuivre nos formations sur cette thématique. Et je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux connectés. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'inscrits et beaucoup de questions. Beaucoup de questions concernent des choses qui ont été dites ce soir. Donc on vous rappelle qu'il y a un replay de nos webinars qui vont apparaître dans les semaines à venir sur le site internet du CNGOF. Vous pourrez revoir toutes ces diapositives et notamment les détails sur les prescriptions que vous aviez détaillées, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Une des questions pour Maëlys, quid du SOPK de la femme mince s'il y a une infertilité? Est-ce que ça change tes protocoles et l'algorithme de prise en charge?
Alors ça ne va pas beaucoup changer l'algorithme. L'algorithme, il reste vrai, quel que soit le phénotype métabolique. C'est vrai qu'on va moins insister sur la perte de poids que ce dont je vous parlais au départ, des 5 à 10%. C'est vraiment chez les patientes en surpoids ou obèses, parce qu'il y a un vrai impact de l'obésité et de l'insulinorésistance qui peut être associé. Chez la femme mince, on va bien sûr s'intéresser à l'équilibre alimentaire quand même avant la grossesse, parce qu'on peut être mince et avoir une alimentation déséquilibrée quand même. On peut également avoir une insulinorésistance et on doit aussi le dépister avec l'HPO. Ça, on l'a bien dit, hein, c'est quel que soit l'IMC. Après, c'est vrai qu'on va aller plus rapidement finalement, puisque cette étape règle gynédététique est souvent moins importante que chez les patientes en surpoids. On va vite aller à la première étape inducteur de l'ovulation. Mais voilà, l'algorithme reste le même. Ok, parfait. Grégoire, je crois qu'on a beaucoup de questions. On a pas mal de questions. Il y a eu pas mal de questions sur la spironolactone. Je pense qu'on a vu en long, large, travers. Et effectivement, toutes les réponses seront sur le replay. Idem pour la metformine. Beaucoup de questions sur la metformine. Beaucoup d'interrogations. Semble être une molécule qui a un grand intérêt et qui pose beaucoup de questions. Donc, à votre avis, c'est lié à quoi cette... Je pense que c'est notre expérience de gynécologue relativement faible sur cette molécule, hein, parce que effectivement, c'est pas une molécule qu'on utilise du tout au quotidien. Pour lequel finalement je pense qu'on s'était beaucoup reposé sur les endocrinologues, et puis c'est pas forcément à tort, hein, mais je pense que ces nouvelles recommandations, c'est quand même voilà, c'est tellement large que dans les cas en tout cas où vraiment le syndrome métabolique est important, des IMC à supérieur à 30 avec des complications métaboliques, dans ces cas-là je pense que ça vaut le coup de se lancer et de le prescrire. Encore une fois, hors AMM, mais finalement le processus de prescription n'est pas très compliqué, hein, le fait de faire de façon progressive. Et puis il n'y a pas de surveillance très très particulière à instaurer, à part vraiment en cas de facteur de risque de carence en B12. Sinon, voilà, c'est vraiment revoir nos patientes pour vérifier la tolérance, augmenter la dose quand c'est possible. Et puis, si vraiment on est coincé ou qu'on ne souhaite pas le faire, en tout cas adresser pour que ça puisse être instauré par nos confrères endocrinologues, par exemple. Oui, voilà, parce que c'est surtout sur ce que j'évoquais un peu sur le suivi au long cours, finalement. C'est une molécule, si on la commence très très tôt dans sa vie, est-ce qu'on ne va pas finalement rendre la patiente un peu désabusée de ce médicament alors qu'elle pourrait en avoir besoin un petit peu plus tard? Je pense que le prescrire très largement, très en première intention et très tôt, c'est pas forcément la bonne stratégie. Et comme tu le dis, essayer de cibler les patientes qui peuvent en avoir besoin et le moment dans leur vie elles peuvent en avoir besoin, si vraiment ça peut être un coup de pouce supplémentaire parce que on voit qu'elles ont fait des efforts sur la régulation diététique, sur l'exercice physique et qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on a une intolérance aux hydrates de carbone, qu'on a dépisté parce qu'on a fait des dépistages réguliers. Là, ça peut être peut-être essayer d'avoir cette arme en tête et pouvoir bien cibler le moment où on va pouvoir la proposer. Un petit joker en plus dans la prise en charge. C'est ça, l'avoir en tête, comme on en a parlé des inositol, pourquoi pas aussi. Voilà, avoir tout ça dans nos petits tiroirs. Mais effectivement, hein, c'est pas plus efficace qu'une prise en charge gynédététique. Ça, il faut bien le rappeler à nos patientes. Hein. C'est pas un traitement miracle. C'est pas un traitement miracle. Ça va pas améliorer le profil métabolique mieux que si elle se met à une activité physique plus régulière ou à une. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. C'est si on arrive à prendre plus de temps sur la prise en charge gynédététique, je pense qu'on rendra encore plus service à nos patientes qu'avec la metformine. Hein. Alors, donc ça doit rester la deuxième intention. Plus de temps, mais aussi savoir se faire entourer, parce que là, on parle de la prise en charge du gynécologue, parce que on est au CNGOF, donc, voilà. Mais il faut savoir se faire entourer. En fait, de plus en plus, on parle de la prise en charge pluridisciplinaire du SOPK, avec, on l'a évoqué, des psychologues, des psychiatres dans certains cas, avec des endocrinologues, des diététiciens. On a même de la kinésie qui est possible aussi, de la kinésithérapie avec la prescription de remise en exercice physique. Il y a des ETP qui existent, l'éducation thérapeutique, et puis des ateliers qui sont organisés, alors surtout dans les services d'endocrino et de nutrition, pour remettre de l'activité physique dans la vie quotidienne des patientes. Donc il y a plein de choses. Et en effet, c'est savoir se faire entourer, créer des réseaux pour pouvoir prendre en charge les patientes SOPK, parce que en fait, on n'est quand même que gynécologue, entre guillemets, et on a besoin de s'entourer d'autres professionnels de santé qui vont pouvoir aider la patiente
voilà, à suivre ces recommandations. Après, c'est vrai qu'en plus, vu la fréquence de la maladie, finalement, le pourcentage qui vont avoir recours à un gynécologue, c'est assez faible parce que vous n'êtes pas assez, enfin, on n'est pas assez. Ah oui, un gynécologue spécialisé, c'est certain. Ouais. Et finalement, il y a peut-être aussi un devoir de notre part d'information auprès des médecins généralistes, des sages-femmes sur la prise en charge de ces patients, parce qu'il y en a beaucoup probablement pour lesquels rien n'est fait, parce que oui, on le voit bien. Moi, je travaille pas mal avec les associations de patientes aussi, qui sont très récentes. Hein. Il y a 2 associations de patientes qui sont nées il y a moins de 5 ans, pour une pathologie qui est quand même très ancienne, avec en effet un énorme besoin de connaître des réseaux, de pouvoir se retrouver, de pouvoir essayer de faire avancer et les réseaux et la recherche. Donc on a du travail. Il y a quelque chose à faire autour de ça, autour de la prise en charge holistique de cette pathologie, de ces patientes. Tout à fait. Et comment créer votre réseau de soins de spécialistes sensibles à cette thématique qui vont pouvoir prendre en charge. Donc est-ce que c'est des choses que vous avez prévu de mettre en place, des choses qui nationalement, c'est des discussions qui ont lieu, je pousse un peu la discussion, mais est-ce que c'est des choses que vous mettez déjà en place? Alors nationalement, pas à ma connaissance. Alors peut-être que les premières journées du SOPK seront le moment de créer des liens, et voilà. Après, je sais que chacun des membres qui font partie du comité scientifique localement on crée des réseaux. Donc moi j'ai créé des réseaux localement au sein de mon hôpital et au sein de la région, voilà. Avec tous les spécialistes autour de ça. Ça se crée petit à petit. C'est le cas aussi à Lille, à Paris, enfin bref, dans différents centres, mais ça reste pour l'instant des initiatives locales. Je sais qu'à Nantes aussi, ils développaient aussi des choses sur le SOPK avec des prises en charge globales et avec les associations de patientes qui aident également. Donc voilà, pour l'instant, ça reste des initiatives locales, mais c'est comme ça que ça commence. Ouais, ça. Et les initiatives grandes villes, c'est vrai qu'on est un peu, on travaille tous les deux en CHU. C'est peut-être plus facile d'avoir ce réseau, à former, donc c'est pas forcément facile dans toutes les régions. Après, sur le côté diététique, il y a quand même pas mal de professionnels. C'est pas toujours facile pour les patients d'y avoir accès. Moi, j'ai pas mal de mal quand même à adresser. Mais bon, ça c'est quand même faisable. Mais pour créer ce réseau, c'est vraiment une initiative personnelle parce que où je suis, on a nos facilités. C'est pas forcément pareil partout. Je pense que plus on en parlera, plus ça permettra aussi de transmettre ce savoir. Pas mal de petites questions aussi sur la partie échographie. Donc, vous parliez d'études de la périmité tubaire. Alors, est-ce que vous privilégiez l'hystérosonosalpingographie ou l'hystérographie? Pour l'instant, en première intention, on reste sur l'hystérosalpingographie. Après, on développe aussi, en effet, l'hyphosie, quoi. Bref. Ok, l'hyphosie, voilà. On le développe également. En tout cas, dans mon centre, ça reste pas encore de la première intention parce qu'on a un peu de mal à le développer pour raisons logistiques. Raisons logistiques, souvent, oui. Voilà, c'est une des options. En tout cas, il faut une évaluation tubaire. Ça, c'est certain. On a vu que le bilan d'infertilité était très ça reste une des... il faut une évaluation tubaire. Okay. Voilà. Il y a des questions intéressantes sur le diagnostic échographique du OPK, sur quel timing et est-ce que c'est perturbé par leur contraceptif? Alors, quel timing? C'est-à-dire au moment du cycle. Alors, pour faire le compte des follicules en trop comme la taille folliculaire, on préfère être en début de phase folliculaire, tout simplement pour éviter qu'il y ait par hasard, là, un follicule qui commence à croître et qui dépasse la taille de 10-12 mm et qui donc pourrait perturber physiquement juste la taille de notre ovaire, et puis parfois sous-estimer un petit peu le compte des follicules de par sa taille. Donc on préfère le faire en début de phase folliculaire pour ce qui est du compte des follicules et la surface, la taille, le volume. Mais bon, si on le fait un peu plus tard et qu'on a un follicule et qu'on a quand même un compte des follicules qui est supérieur à 20, on peut quand même poser le diagnostic. Et après, la contraception, ça va avoir un impact. La contraception œstroprogestative surtout, et surtout si elle est prolongée, elle va avoir un impact en diminuant le compte de follicules en trop et en diminuant les taux d'AMH circulants. Et donc, ça peut sous-estimer un compte des follicules, sous-estimer une AMH, et donc faire diminuer le dépistage possible de ce diagnostic échographique des ovaires polykystiques. Voilà. Mais bon, souvent c'est des CFA ou des AMH qui sont très élevés. La baisse avec l'AMH, de l'AMH et du CFA avec une contraception œstroprogestative prolongée
On dit classiquement c'est 30 à 50% de diminution. Donc voilà, il faut garder ça en tête quand on l'évalue. Normalement, dans les études, quand on veut vraiment faire un bilan, c'est au moins après 3 mois d'arrêt de contraception oestroprogestative qu'on peut vraiment être clair sur le diagnostic. Et pareil pour le dosage des androgènes, hein, on ne peut pas le faire sous contraception oestroprogestative. Il faut un arrêt de la contraception si vous avez besoin de le faire, mais ça ne peut pas être fait sous contraception oestroprogestative ou progestative d'ailleurs. Y a-t-il une place du drilling ovarien ? Alors, le drilling ovarien, en effet, ça fait partie des recommandations en deuxième intention. D'accord. Alors, le temps était limité, donc je n'ai pas pu développer toutes les cases. Donc, il reste encore une place au drilling dans les recommandations en deuxième intention, sur le même plan que les gonadotrophines. Donc, après échec des stimulations avec les inducteurs simples de l'ovulation, l'étrozole au citrate de clomifène, parfois associé à la metformine, là aussi. Ça a tendance un peu à perdre de la vitesse, en tout cas le drilling, parce que là, il y a déjà parfois un accès au drilling qui est pas forcément évident. Il y a des médecins qui ne sont pas forcément habitués à pratiquer ce type de gestes, et une efficacité qui reste, quand elle fonctionne, ça fonctionne bien, et normalement ça restaure des ovulations pendant une durée assez prolongée, ce qui est intéressant, mais on dit classiquement 50% des patientes uniquement qui répondent à ce traitement, et malheureusement si elles répondent pas, on ne le saura qu'après quelques mois encore où il n'y aura pas eu d'ovulation et on va retarder encore la prise en charge. Alors après, je suis gynécologue médicale, je ne fais pas de chirurgie, donc j'ai là aussi un accès qui est limité parce que ce n'est pas moi qui le pratique, et donc j'ai tendance à, je l'avoue, privilégier la voie des gonadotrophines et proposer les drillings quand j'ai besoin d'une cellio pour une autre indication. Voilà, mais bon, c'est ma pratique personnelle. C'est assez classique maintenant, c'est classiquement répandu. Merci beaucoup, merci à vous pour vos exposés, vos formidables exposés. On a eu beaucoup de questions et beaucoup de connectés ce soir, donc vraiment on voit que le sujet passionne, et je vais laisser le professeur Thubert et le professeur Gerby conclure cette journée, cette soirée plutôt. Merci encore à toutes les deux, c'était vraiment parfait et super intéressant. On vous rappelle qu'il y a maintenant 4 webinaires par an du CNGOF. Le prochain sera le 10 décembre. À chaque fois, on essaye de privilégier des thématiques mixtes ou tout au moins transversales sur notre très grande spécialité de la gynéco et gynéco-obstétrique. Donc sur la gynéco, qu'elle soit médicale, chirurgicale, sur l'obstétrique, sur la médecine de la reproduction. Donc on a des idées, mais n'hésitez pas à nous en soumettre. D'ailleurs, le webinaire du SOPK, on l'a rajouté car il y avait une forte demande sur cette thématique, et on le voit parce qu'il y a eu énormément de connectés. Donc n'hésitez pas à nous adresser vos idées et vos préconisations par mail, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, et merci encore pour votre présence si nombreuse. Merci. Merci.